Oui, il est très facile de monter un projet à la bouche. Oui, c'est vrai, ça se fait même en quelques secondes, en quelques minutes. C'est déjà bien à la bouche, on monte le projet, on s'imagine déjà ce projet en train de marcher. Mais quand il s'agit de l'accoucher sur papier, non seulement cela prend du temps, mais cela manque beaucoup de précision et je pense qu'il vous serait désormais facile en tout cas, oui, de monter vos projets, surtout le plan de financement avec cet ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, financement d'un projet de partenariat public-privé, mission du consultant et guide méthodologique, un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan. Son auteur est notre invité du jour, Constantin Dabiré est cadre supérieur dans une banque de développement en Afrique subsaharienne. Il cumule plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans les domaines du conseil aux entreprises et d'évaluation de projets. Constantin Dabiré, bonjour. Bonjour, M. Gaba. Merci d'accepter notre invitation et de venir nous présenter cet outil précieux. Je le disais depuis le début de cette émission, puisque je l'ai lu, j'ai feuilleté quelques pages. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 jours seulement que j'ai eu cet ouvrage, que je l'ai eu en main, mais sincèrement, je le dis, sincèrement, c'est un outil très précieux. Alors, quand on parle de partenariat public-privé, c'est quoi en réalité? Merci beaucoup et je tiens donc à vous remercier, donc la chaîne Bébé Matin qui m'accueille ce matin. Et quand on parle de partenariat public-privé, je dirais que c'est avant tout une entente contractuelle entre un État, une collectivité publique, une ou des entités privées en vue de la réalisation d'investissements, d'infrastructures socio-économiques, mais surtout d'utilité publique, moyennant le plus souvent des redevances, une rémunération. Quand je parle en fait d'utilité publique, c'est assez important et c'est ce qui fonde en réalité cette entente contractuelle. Généralement, ce sont des investissements qui, en temps normal, sont réalisés par les pouvoirs publics ou les collectivités décentralisées. Et dans le cas du partenariat, on va donc demander à des entités privées, des entreprises, de réaliser ces investissements. Ce qui effectivement suppose une entente, une compréhension autour de ce contrat qui sera signé avant maintenant la réalisation de ces investissements. Et pourquoi faire appel au privé pour réaliser ce type d'infrastructure? C'est-à-dire, pourquoi un 3P? En général, un 3P parce que nous avons 3 enjeux majeurs. Et vous verrez, aux alentours des années 90, il a été question de passe. Et après, on nous a parlé de la privatisation des entreprises. Et à un moment donné, certes, les privatisations ont eu des résultats souvent avérés, c'est vrai, mais à un moment donné, il s'est avéré qu'au-delà de ces privatisations, les États étaient confrontés, quand je dis les États, la quasi-totalité des États africains, à un problème réel, c'est-à-dire au financement des infrastructures. Okay. Et ils devaient faire face à des contraintes budgétaires. Et on constatait également une réduction de l'aide publique au développement et de façon générale, un resserrement budgétaire tant au niveau des bénéficiaires de l'aide publique au développement qu'au niveau des donateurs de cette aide. Et quand vous le remarquez actuellement, nous avons toujours ces resserrements budgétaires qui font que les États sont limités. Paradoxalement, vous avez des besoins en investissement d'infrastructures qui vont croissant. Et au même moment, les ressources adéquates et afférentes se réduisent. Que faut-il faire? À travers le monde, au niveau des États, au niveau des institutions financières internationales, il y a des réflexions pour trouver des solutions palliatives, en fait, au financement des investissements. Et parmi ces solutions, il s'est avéré que les partenariats publics-privés pourraient être, je dis bien pourraient, parce qu'on cherche toujours,
Donc, pourrait être une des solutions viables. Et outre donc l'intervention du privé pour le financement, il s'est avéré que le privé vient avec une certaine expertise, un savoir-faire que le public ne détient pas toujours pour plusieurs raisons. Et le plus souvent, la principale raison, ce n'est pas la technicité, c'est beaucoup plus un problème de coût. Parce que les experts coûtent cher et très très cher. Ah oui. Voici donc les trois enjeux qui les experts comme expliquer. vous aussi. Et comme vous aussi. Mais vous savez, la question des 3P est une question d'actualité. On constate que dans tous les pays, souvent dans la sous-région, dans l'espace UEMOA, même hors du continent africain, que c'est les 3P qui marchent désormais. Les États ont des structures qui gèrent vraiment ces projets. Au Bénin, je pense que c'est le Conseil présidentiel d'investissement qui a une unité, voilà, à son niveau, qui gère donc les 3P. Mais pourquoi cet intérêt accordé aux 3P par ces pays? Je vous ai dit tantôt que les États étaient confrontés à des problèmes budgétaires. Et ils se sont aperçus qu'à travers ces 3P, ils avaient donc la possibilité de faire financer des investissements par des privés. D'où donc la nécessité de mettre en place des structures au niveau de chaque État pour pouvoir promouvoir ces 3P, pour pouvoir en quelque sorte assister aussi ces partenaires privés-là qui viennent, pour comprendre la problématique de ces 3P-là, pour, de façon générale aussi, je dirais, sensibiliser le grand public. Et le plus souvent, quand vous parlez de 3P, on en parle dans le livre, il y a aussi nécessité de mettre en place un cadre juridique, un cadre réglementaire, pour rassurer un tant soit peu ce bailleur, ce partenaire privé qui viendra et qui va injecter de la liquidité dans la réalisation d'une infrastructure qu'éventuellement il pourra gérer sur 15, 20, 25 ans. Il faut donc le rassurer, qu'il sache qu'en investissant, il pourra récupérer sa mise tranquillement et qu'en tout moment, cet investissement ne sera pas mis en cause, par exemple, à la suite d'un changement politique. Donc, dans chaque État, effectivement, vous aviez des cellules qui sont mises en place, promues par les États, et tantôt ces cellules sont logées au niveau de la présidence, au niveau du ministère des Finances, au niveau du Premier ministère. Et c'est également, je dirais, une façon d'attirer les bailleurs de fonds, de faire comprendre aux bailleurs de fonds que les États ont compris cette problématique ancienne. Et donc, une façon également encourager les bailleurs à pouvoir les accompagner. Parce que quand vous mettez en place une cellule, il faudra former les membres de la cellule. Et quand le bailleur de fonds s'aperçoit que la cellule elle est mise en place, elle fonctionne assez bien, effectivement, il peut venir, il peut aider pour faire la promotion des 3P. Des 3P. Mais là, vous avez dit que c'est un guide méthodologique. Oui. Les missions du consultant sont bien sûr précisées là-dedans. Un consultant qui prend cet ouvrage aujourd'hui, peut y trouver quoi de façon concrète? Si vous permettez, avant de répondre à la question, oui. Je dirais certes, l'ouvrage est destiné aux consultants, mais je dirais également qu'il est destiné aussi bien aux étudiants, en sciences de gestion, en management. Il est destiné aux professeurs d'université et de façon générale aux décideurs politiques, aux dirigeants d'entreprises. Oui, c'est un document en tout cas bien illustré. Je lis déjà à la page 164 des tableaux, voilà, détermination du cash flow. C'est quoi en réalité? Le cash flow, c'est un terme, c'est un anglicisme comme on le dit le plus souvent. Oui. En fait, c'est le flux de trésorerie générés par une activité. Et là, donc, des flux générés par le projet. Étant donné qu'il s'agit d'un guide méthodologique, donc tout au long du document, nous montrons progressivement comment un consultant intéressé par cette question-là pourrait accompagner le partenaire privé qui est adjudicataire d'un contrat à mode PPP dans le montage de ce contrat, notamment du dossier de financement, lequel dossier sera par la suite utilisé pour chercher des financements au niveau de banques, notamment des banques de développement, des bailleurs de fonds extérieurs, en vue de la réalisation du projet. Ouais. Ce qui veut dire que le consultant doit être doté d'un savoir-faire, d'une expertise. C'est assez important. Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes consultant pour de tels projets, vous signez également un contrat
avec celui qui vous appelle, ce partenaire privé-là, qui vous demande de l'assister. Vous signez un contrat. Donc, quelque part, vous avez une responsabilité. Et à travers ce document, nous essayons donc d'aider le consultant à pouvoir assumer dans les règles de l'art sa responsabilité dans le montage d'un projet PPP. Tout le monde dira, mais il est fort, hein? Comment il arrive à maîtriser tous ces paramètres concernant le 3P? J'aimerais savoir, quelles ont été vos sources d'inspiration? Sources d'inspiration, il faudrait dire qu'en réalité, c'est un document que nous avons élaboré, écrit sur 3-4 ans. Et nous avons tiré profit de notre expérience de tous les jours, l'expérience quotidienne, également de l'expérience des personnes plus expérimentées que nous. Voilà. Et au-delà de cela, nous avons fait un peu un tour d'horizon à travers le monde pour voir un peu les différents contrats de partenariat PPP, comment sont gérés ces contrats-là, quelles sont les leçons qui sont tirées. Et ce qui est important dans les PPP, c'est qu'il est toujours conseillé, quand vous avez un dossier de type PPP, de vous inspirer des expériences tirées sur des dossiers similaires. Ça, c'est important, de tirer les leçons, aussi bien en termes positifs que négatifs, et de pouvoir vous en inspirer pour faire un montage. C'est très important. Donc, nous nous sommes inspirés également de l'expérience d'autres pays occidentaux, asiatiques et américains, et pour pouvoir élaborer ce document. Nous avons eu la chance, je dis bien la chance, de participer également à des séminaires, à des ateliers, un peu à travers le monde. Et ceci n'est que le fruit donc, de ces séminaires, ces ateliers et de la recherche personnelle. Oui, on a constaté que dans la plupart de ces pays où il y a des partenariats 3P, des contrats de partenariat public-privé signés, que ces contrats sont souvent remis en cause. C'est pas... apparemment, il manque d'assurance. Est-ce que vous avez précisé, j'ai lu des parties où vous parlez de garantie, voilà, aux investisseurs? Oui, c'est vrai que c'est Comment normal. s'y prendre, vraiment? Ça peut se comprendre. Parce que tantôt, je vous ai fait savoir que ce sont des contrats qui vont sur une longue durée, 15, 20, 35 ou même 40 ans. En 35 ans, il est tout à fait normal que dans la relation de temps à autre, il y ait quelques problèmes. C'est normal, et tout à fait normal. Et ce qui est important, c'est de savoir gérer. Voulez-vous dire que quand on passe d'un régime à un autre, souvent, ça change. Pas ce qui est souvent remarqué. Ça peut arriver, oui. Mais écoutez, quand vous avez deux partenaires, deux individus qui vivent ensemble sur 20, 25, 30 ans, il est tout à fait normal que de temps à autre, il y ait des mésententes. Mais ce qui est important, c'est de savoir être en mesure de s'asseoir, de discuter. Et si vous avez suivi un peu l'actualité ces temps-ci en France, je crois que nous avons une problématique sur un projet de type PPP relatif à une autoroute à péage. Ah oui, à péage, oui. Et si vous avez, c'est tout à fait normal qu'il y ait en ce moment donc des discussions. Et c'est la raison pour laquelle, dans les PPP, il est toujours conseillé, je vous l'avais dit tantôt, de mettre en place un cadre réglementaire législatif. Vous avez précisé les techniques pour pouvoir sortir de situations, pouvoir trouver des solutions à ce genre de problèmes. On en parle. Oui, mais bon, c'est vrai, il faut que les téléspectateurs, sinon les consultants qui nous suivent, aillent quand même pour créer de ce document-là, pour avoir donc les précisions par rapport donc aux garanties qu'il faut pour ces investisseurs-là. Comme quand on entre, je veux dire, en contradiction, quand on se retrouve en contradiction, et comment est-ce qu'il faut régler donc ces problèmes-là. Je pense qu'il y a tous ces outils-là. Exactement. Vous aviez, au-delà du cadre, plus souvent, il est conseillé en fait de mettre en place un organe de régulation. En quelque sorte, une structure, une entité qui pourrait jouer un rôle un peu d'arbitre et pourrait donc asseoir les partenaires avec qui discuter pour trouver une solution. C'est assez important. Au lieu d'aller directement vers la voie judiciaire, une fois qu'on a cet organe de régulation, on parle d'un arbitre ou un troisième partenaire dans les PPP, puisque je vous ai parlé d'un partenaire public, un partenaire privé. On parle également d'un troisième partenaire qui sera en quelque sorte au centre, ni privé, ni public. Bon, en réalité, il sera toujours d'un côté, mais au moins un partenaire qui est neutre, qui a du recul et qui est en mesure d'asseoir les partenaires privés publics pour pouvoir discuter, trouver des solutions. Et comme on a un contrat qui est signé, avec un cadre réglementaire législatif qui existe, avec
toutes ces documentations, le plus souvent, on y parvient. Mais au-delà de cet arbitrage, il est toujours, avant tout, quand on fait un PPP, on monte une infrastructure, elle est financée. Et quand elle est financée, vous avez toujours des bailleurs de fonds, des banques qui interviennent. Ces bailleurs-là également préconisent toujours des mesures de sauvegarde de leur intervention. Vous avez donc quelquefois l'implication des fonds de garantie. Et pour ce qui concerne des projets de très grande taille, notamment dans nos pays, qui nécessitent l'intervention de partenaires privés étrangers, on a des garanties de type de la garantie multilatérale de développement, là, de la MIGA, oui, qui peuvent en quelque sorte couvrir le risque politique. Et vous avez même des banques commerciales qui interviennent quelquefois en termes de garantie. C'est normal. En tout investissement financier, je dirais, vous avez toujours, et qui nécessite l'intervention d'un banquier, d'un bailleur de fonds, vous avez toujours des garanties qui sont prises. Voilà. C'est tout à fait normal. Il faut quand même des paramètres pour pouvoir motiver, faire prendre la décision à cette banque-là de vous donner ces garanties-là. Oui, bien sûr. Et avant de donner la garantie, c'est sûr que le dossier sera donc passé au pain fin, comme on le dit le plus souvent, analysé. Et c'est ce que j'aime bien dans ce type de montage. C'est-à-dire quand vous êtes consultant, vous êtes partenaire privé, vous faites votre montage, vous êtes content, j'ai fait mon montage, je vais voir le banquier, il va me financer. Mais le plus souvent, une fois que vous arrivez chez le banquier, il va le relire, il va faire des observations. Oui. J'aime bien ça dans ce type de montage. Donc il y aura une discussion interactive qui va vous permettre de pouvoir peaufiner, finaliser. Ce qui suppose également que ce bailleur que vous irez voir ait une certaine expérience, expertise à la matière. Et quand vous mettez ensemble, vous fédérez toutes ces expériences, ces expertises le plus souvent, vous avez les meilleures chances de faire un montage assez acceptable. Comme je lis ici à la page 145, au chapitre 2, vous parlez de guide méthodologique pour la construction des outils de modélisation économique et financière des PPP. Vous dites à l'introduction déjà qu'il n'existe pas une modélisation financière et économique spécifiquement dédiée au projet PPP. Les modèles économiques et financiers utilisés dans le cadre du montage du projet d'investissement privé classique pourraient s'appliquer au montage des PPP. Alors, ce qui suppose une adaptation en fonction des cas à étudier. Exactement. Ouais, mais des cas à étudier. Donc, ça veut dire qu'il y a différents types de cas qui se présentent donc aux consultants, c'est cela? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt, mais écoutez, si vous aviez, vous en tant que consultant, vous devez intervenir dans un montage, dans une opération de type d'une autoroute à péage, il serait bien de faire un peu un tour d'horizon des autoroutes à péage dans les pays voisins, un peu partout, pour voir, en fait, ce que je disais tantôt, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, et si possible, même voir un peu le modèle qui a été utilisé. C'est assez important. Cela vous donne plus de chance et ça vous donne une certaine expérience. Ce qui fait que si dorénavant, vous avez affaire à un montage similaire dans les mêmes domaines, vous êtes assez aguerri. En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire là. Et c'est normal. Quand vous prenez un dossier, je dirais, dans le domaine des routes, d'autoroutes, et un autre dossier dans le domaine de la construction d'une centrale, on est tout à fait d'avis qu'à un moment donné, on a des spécificités qui diffèrent. Et ces spécificités-là vont forcément se traduire dans le montage financier que vous allez faire. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, si on doit revenir sur le financement d'un projet de partenariat public, juste pour résumer, quels sont les paramètres à prendre en compte? C'est important. Vous avez des paramètres, je dirais, qualitatifs et des paramètres quantitatifs. Je pense que nous avons assez parlé des paramètres qualitatifs. Venons sur les paramètres quantitatifs. Quantitatifs, oui. Dans ce genre de montage, ce qui est important dans un premier temps, c'est de pouvoir déterminer le coût de façon exhaustive et en prenant en compte tous les paramètres. Parce que quand vous omettez un élément de coût, cela aura forcément un impact sur votre opération et pourrait donc même remettre en cause quelquefois la rentabilité. Ça, c'est important. Donc, savoir déterminer les éléments de coût. On en parle dans le document. Une fois que vous avez déterminé ces éléments de coût, on parle du schéma de financement, la structure de financement. Il faut être en mesure de la déterminer de façon détaillée. Qui finance quelle composante du projet? Le partenaire financier et le partenaire privé, quelle composante il finance?
les différents bailleurs de fonds qui interviennent, quelles sont les composantes qu'ils vont financer. Nous avons parlé de partenariat public-privé, où vous avez un État qui intervient, une collectivité et des privés. Quelquefois, dans ce type de montage, la partie publique peut intervenir également en apportant des financements, partiellement bien sûr, pour la réalisation de l'infrastructure. Et en ce moment, il faudra déterminer la composante qui sera financée par la partie publique et les conditions. C'est très important. Et ces conditions, d'ailleurs, auront également un impact sur le coût, forcément. Et une fois que vous avez déterminé ce schéma, vous allez donc faire votre canevas de rentabilité pour pouvoir déterminer la rentabilité du projet. C'est important. Un partenaire qui vient, qui investit, qui fait une mise, il s'attend à des retours sur investissement. Tout à fait normal. Et il va déterminer, ce partenaire le plus souvent, son taux de retour sur investissement, qui est en quelque sorte de coût de capital. Une fois que vous avez ce taux de retour-là, c'est de trouver une rentabilité qui soit au moins égale à ce retour sur investissement. Et si vous avez une rentabilité inférieure, par exemple, vous êtes obligé en ce moment, en tant que consultant, de revoir les hypothèses. Et vous voyez, ça devient interactif. Et c'est ce que j'aime bien dans ce genre de montage. Revoir les hypothèses, de telle sorte qu'au finish, on ait quand même une rentabilité acceptable. Et d'ailleurs, c'est ce qui amène quelquefois la puissance publique qui donne pouvoir, mandat au privé à intervenir soit dans le financement d'une composante, soit à verser des redevances durant la durée de vie du projet aux partenaires privés en vue de pouvoir assurer un prix d'équilibre qui ferait de sorte que le projet soit, je dis, un peu rentable, ou bien que le partenaire, en tout cas privé, qui intervient avec des fonds privés, ne soit pas lésé. Merci beaucoup, Constantin Daviré. C'est vrai, c'est un document très riche qui pourra, en tout cas, aider les consultants à réussir, en tout cas, leur mission, à les accomplir de façon efficace. La disponibilité de ce document, est-ce que c'est déjà dans les librairies au Bénin? Parce que je sais que vous n'habitez pas à Cotonou. Vous nous êtes venu tout droit de Lomé donc, ce matin. Alors, à Cotonou, est-ce que c'est disponible? Oui, à Cotonou, dans pratiquement les principales librairies, vous avez donc le document, la librairie Buffalo, la librairie Notre-Dame, la librairie Sonaec, je crois. Sonaec, et il est bien disponible, ce document. Et même si vous allez à l'hôtel Azalai, vous avez une représentation de la librairie Buffalo. Vous avez le document. Et vous l'avez dit tantôt, chez l'éditeur Harmattan, vous l'avez. Il suffit donc d'aller sur le site d'Harmattan. Vous avez des références qui vous permettent donc de l'acheter. Dans les principaux points de vente en France, les FNAC et le site Amazon, vous avez la possibilité également d'acquérir le document. Et bien sûr, j'ai des exemplaires aussi par devers moi pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Et je dirais que dans pratiquement tous les pays de l'UEMOA, à part le Sénégal et la Guinée-Bissau, et bientôt je crois que ce serait disponible. Le livre est disponible. C'est disponible. Voilà, vos contacts, on donne ceux de Lomé, c'est mieux? Oui, ceux de Lomé. Pour vous résider à Lomé, et puis l'email également, avec l'aide bien sûr de la régie. On va pouvoir donc afficher cela au bas de l'écran. Voilà, donc vous avez 228 comme indicatif, et puis les numéros qui suivent. L'email également est là, c'est Constantin Daviré. @yahoo.fr tout simplement. Merci beaucoup à vous, Constantin Daviré. Bien des choses à tous les Togolais, voilà, qui certainement ont déjà goûté, en tout cas, au délice de ce document. On espère bien vous retrouver, pourquoi pas, continuer toujours à parler de ce projet, le projet PPP, qui intéresse beaucoup les États. Question d'actualité également. À quand? Ce serait avec un grand plaisir et en tout moment, et on pourra repasser pour aborder la problématique. Merci beaucoup à vous.